Le Speculum Cornelianum, littéralement le miroir de Cornelius, est un petit ouvrage finement gravé qui illustre la vie de l'étudiant Cornelius à Strasbourg au début du XVIIe siècle. Peu d'œuvres traitent de la vie étudiante de cette époque. Cet ouvrage est donc une mine d'or de renseignements sur les coutumes du monde universitaire des XVIe et XVIIe siècles. Ici et là apparaît un autre type de planche qui représente les principaux péchés capitaux sous forme d'allégorie. Le dos est finement décoré. La pièce de titre, minuscule, a nécessité des fers très fins et beaucoup de minutie. Les motifs ont été faits à l'aide de plaques et fleurons. Commençons par la description matérielle, sans doute l'une des reliures les plus raffinées conservées entre nos murs. La reliure est en plein cuir, en maroquin, c'est-à-dire de la peau de chèvre. Cela déjà indique une reliure précieuse. Les contreplats sont très riches et dissimulent au sein des motifs le nom du relieur, Hardy, et du doreur, Marius Michel. Ce dernier a exercé au XIXe siècle et a été très apprécié des bibliophiles de la fin du siècle. Ce livre appartient au fonds Armand Weiss. C'est donc sans doute Armand Weiss qui a acheté l'œuvre et porté les feuillets chez ses artistes pour les relier et les décorer. L'ouvrage comporte 57 planches gravées en taille douce par Jacob van der Heyden. Cette technique, inventée au XVIe siècle, permet de rendre les textures à merveille, ce qui va lui assurer du succès pour les siècles à venir. Chaque gravure est légendée. Le texte est soit tout en latin, soit tout en allemand, ou bien comporte les deux langues avec un contenu plus ou moins équivalent. Quelques planches toutefois sont des facsimilés photographiques. Armand Weiss possédait un autre exemplaire, complet. Il a donc sans doute fait reproduire les feuillets manquants avant de faire relier l'alias en meilleur état. Nous conservons également ce deuxième exemplaire, non relié et donc en plus mauvais état. Intéressons-nous tout d'abord au parcours universitaire de Cornelius. Ce jeune homme est le héros d'une satire écrite en 1600 par Albert Wichgrave. Cette œuvre satirique a connu un grand succès, même si la forme illustrée que nous décrivons aujourd'hui a encore plus plu. Cette satire retrace le parcours d'un étudiant qui échoue lamentablement en s'adonnant à tous les plaisirs que peut offrir la vie universitaire, loin du foyer familial dont il dilapide l'argent. Notre œuvre retrace de nombreuses étapes des aventures de Cornelius. Nous ne pourrons voir chaque planche, mais voici une sélection des plus marquantes. Le tout début de l'histoire montre Cornelius quittant sa famille. On le voit attendre à côté de son précepteur, qui récupère une bourse bien remplie des mains des parents de Cornelius. On retrouvera le précepteur dans d'autres vues, souvent dans le rôle d'un observateur critique. C'est le début de l'année universitaire, et les étudiants sont rassemblés dans une salle pour écouter le doyen présenter les valeurs de l'institution. La légende évoque les muses, le génie, la sagesse. Mais force est de constater que les étudiants, surtout au dernier rang, sont peu attentifs. Cornelius serait-il parmi eux? Un esprit sain dans un corps sain. C'est sans doute cet adage apprécié des humanistes qui illustre cette représentation de parties de jeu de paume. Les étudiants prennent un temps de détente et se dépensent dans ce jeu ancêtre du tennis. Deux scènes pour les moins étranges encadrent la planche du jeu de paume. Des scènes de torture. Il s'agit en fait du ritus depositionis, rite de bizutage très courant à Strasbourg et en Allemagne de 1594 à 1792, et qui inquiétait beaucoup les étudiants étrangers, même s'il y a de fortes chances pour que cette tradition ait été plus souvent racontée pour impressionner les petits nouveaux que réellement mise en pratique. On voit sur cette planche que des sommes d'argent sont remises par les étudiants. Cette somme était appelée le depositio ou le bejanum, mot qui a donné le terme de béjaune qui signifie aujourd'hui jeune oisillon non dressé, ce qu'étaient ces étudiants encore non initiés. La deuxième scène de bizutage est encore plus intéressante. Les cisailles arrachent les fausses dents portées par les étudiants, tandis que la hache brandie au-dessus des étudiants couchés symbolise le dégrossissage nécessaire. Cette panoplie animalière représente la part sauvage dont l'étudiant doit se séparer. Les maîtres de cérémonie portent médaillons et chapeaux, et les étudiants allongés à terre témoignent quant à eux du respect envers les professeurs qui participent à la cérémonie. On retrouve cette scène dans d'autres œuvres, notamment sur cette très belle planche d'un livre d'amitié. Le ritus depositionis marquait l'entrée de l'étudiant à la fois dans la vie adulte et à l'université. Il aidait également la formation d'un esprit de corps et était fait de 3 phases. La séparation de l'étudiant du groupe, la marginalisation de l'individu et la réintégration de l'étudiant dans un nouvel état et dans une nouvelle communauté. La rentrée universitaire n'allait pas sans les charivaris et autres expéditions nocturnes.
Parmi les planches en représentant, on reconnaît parfaitement sur celle-ci la cathédrale de Strasbourg. De nombreuses autres planches montrent Cornelius en pleine réjouissance. Celle-ci, dans un restaurant au milieu de dames et de musiciens, et celle-là qui le représente au milieu d'un beau désordre avec son précepteur qui rentre par la gauche. La planche le montrant chez le coiffeur est particulièrement intéressante pour un détail. Si nous nous approchons des chutes de cheveux, nous nous apercevons que ce sont en fait de petites têtes de fous, coiffées de bonnets à grelots qui sont tombés de sa tête. Il n'en faut pas plus pour rapprocher cette œuvre d'un best-seller des XVe et XVIe siècles, La Nef des Fous de Sébastien Brandt, auquel nous avions consacré une vidéo et une exposition en 2022. D'autres scènes de Cornelius sont similaires à certains des vices décrits dans La Nef des Fous. Le dialogue entre ces deux œuvres est donc bien réel. Bien qu'il y ait de nombreuses autres planches dédiées à Cornelius, nous terminerons par celle-ci, qui est la vue la plus reprise dans les journaux de l'époque. Cornelius est assis au centre de la pièce, a le bras en écharpe et l'air effondré. Devant lui, une femme tient un bébé. Cette scène est appelée la scène de l'enfant illégitime. La vie de débauche de Cornelius l'a conduit jusqu'au délit ultime. L'artiste a également soigné le contexte. La pièce est sale et des rats profitent des déchets. Dans l'entrée, un homme écrit un message sur la porte. Dominus quitatur ad rectorem. C'était la formule d'usage pour signifier la citation devant le tribunal universitaire avant le renvoi. Sous la vue, l'inscription mentionne que le jeu, le vin et l'amour sont les divinités des jeunes et les encourage à fuir ces vices. Rien d'étonnant donc que la dernière planche du recueil montre Cornelius de retour chez lui, retrouvant sa mère. Maintenant que nous avons vu la principale intrigue de cet ouvrage, recontextualisons l'œuvre. Lorsque la première version est écrite et publiée vers 1600, Strasbourg est la ville de la Réforme. Les cultes s'y font en langue vulgaire et l'éducation visant à former de nouvelles élites est une des priorités. Un gymnase est fondé en 1538 et en 1621 naît l'université. Strasbourg est également une ville libre d'empire, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir autonome. Ce statut concédé par Charles IV changera en 1681. Cette volonté d'éduquer la population se retrouve dans la forme de cet ouvrage, qui est en fait un livre d'emblèmes, ou emblemata. Ce type d'œuvre était un instrument d'édification. Il associait petits poèmes satiriques et images dans la plus pure tradition proverbiale et fabuliste. C'est justement dans ce cadre que nous distinguons un autre ensemble de planches dénonçant les vices et les vertus. Toutes les représentations ne sont pas aisées à comprendre ni à distinguer de l'histoire de Cornelius. Concentrons-nous donc sur une petite sélection des plus marquantes. Nous le voyons ici, les noms des allégories figurent souvent au-dessus du personnage symbole. Ainsi, l'homo carnalis est l'homme charnel, l'anima est l'âme, souvent dans une position d'observatrice. Voici donc le carreau, le taureau, symbole de vitalité, de richesse, assis à une table en train, semble-t-il, de se dévorer lui-même pour illustrer le vice de la gloutonnerie. La planche suivante montre des personnages qui dansent, pendant que l'âme est chassée par la mauvaise conscience afin de laisser place libre au vice. Restons dans les détails amusants avec cette planche et sa représentation de l'enfer au premier plan sous la forme d'un splendide monstre en train d'avaler des pêcheurs. Les planches confrontent souvent deux modèles ou attitudes. Ici, par exemple, travail et oisiveté sont opposés à travers leurs attributs. Dans cette autre scène, un personnage, un étudiant, est déchiré entre la légèreté de l'être et le génie, symbolisé par les ailes, et la lourdeur du luxe et de l'argent, qui le lestent sur terre. C'est du moins ce qu'affirme l'épigramme sous l'image. Quelques pages plus loin, une scène met au clair le rôle de chacun. Une main sortie des cieux remet à chaque catégorie d'humains les attributs auxquels ils ont droit. La royauté a un sceptre, la noblesse obtient l'épée, le clergé une Bible, les tiers états se voient remettre un outil agricole. Est-ce une référence à la prédestination? Autre planche remarquable, cette mise en scène qui s'apparenterait de nos jours à une bande dessinée. Une suite de personnes de conditions variées décrit leurs tâches quotidiennes. Le prêtre dit « Ich bete für euch alle » « Je prie pour vous tous ». Le paysan « Je vous nourris tous ». La dame « Je vous divertis tous ». Et au bout du rang, la mort conclut par ces mots laconiques « Je vous tue tous ». Le message est clair, quoi que nous fassions ou cherchions, le résultat sera le même, car tout être humain est mortel. D'autres planches sont plus statiques, comme cette magnifique femme pan incarnant la superbia, soit l'orgueil. Personnage doté en plus d'une queue de poisson et d'une partie de corps de serpent.
D'autres figures sont encore plus complexes, comme ces trois paires d'êtres hybrides. Cette paire-ci incarne la colère, Ira, et la paresse, Pigritia. L'allégorie de la colère est un lion, dont l'énervement est symbolisé par des abeilles agitées tourbillonnant autour d'une ruche et qui se blesse lui-même dans sa déraison. La paresse, quant à elle, représentée par un lapin avec une patte de crabe, est trop fainéante pour se déplacer autrement que sur des roues et néglige ses tâches à accomplir. Cette splendide œuvre édifiante met donc en garde les étudiants contre les dérives possibles de leur nouveau statut. Planches allégoriques ou narratives, petits poèmes ou citations pour accompagner le message, tout est mis en œuvre pour les prévenir des excès qui les attendent. Cependant, le ton est moins moralisateur que satirique. Comme dans La Nef des fous, il s'agit plutôt de montrer le ridicule et l'outrance des jeunes fous pris au piège de leurs vices que de les accuser de commettre des péchés. D'ailleurs, dans ce chapitre de La Nef des fous dédié aux études inutiles, Brandt écrit « Je ne veux pas ménager les étudiants, le bonnet leur revient de droit, car au lieu d'étudier sérieusement, ils recherchent plutôt leur amusement. Bonnet d'étudiant porte souvent clochette. » Le lecteur ne sait donc pas ce que Cornelius retire de ses mésaventures, mais il s'est en tout cas bien diverti en lisant ce récit.